Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je suis vraiment ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir pour cette conférence sur l'optimisme. L'optimisme comme levier de performance. Je sais qu'il y a des fans d'optimisme aujourd'hui. Ils sont venus avec le dossard. Mais pour tout vous dire, j'ai failli annuler à la dernière minute. Ouais. Hier, j'étais dans mon canapé en train de scroller, regarder un peu les infos, mon Facebook, mon LinkedIn. Et je me suis dit, non mais vraiment, ça sert à rien. On n'a pas besoin d'optimisme là en ce moment. Tout va bien. Le climat, au top. Les politiques font un boulot exceptionnel. Les guerres, un vieux et lointain souvenir. Et puis, quoi d'autre? Les guerres, on a déjà dit. Oui. L'économie, florissante. Hein? Puis même, je suis sûr que vous, à la maison, tout est parfait. Un fleuve tranquille, j'entends derrière là, ça lève les sourcils. Ouais. En famille, les enfants, tout ça, tout va bien. Aucune tension, aucune friction. Pareil peut-être au boulot, pareil, tout va bien avec le patron ou les employés, c'est voilà. Easy. Tout. Hein, c'est facile. Non, effectivement, la vie c'est pas comme ça malheureusement. Enfin malheureusement, je sais pas. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'optimisme, toujours. On a toujours besoin, c'est comme la frontale dans le sac à dos. On a toujours besoin. En fin de journée, on ne sait pas, la rando était un peu trop longue, le soleil se couche, la luminosité baisse. On est content d'avoir la frontale. Pour ne pas se prendre la première racine là, qui a envie de nous faire un croche-patte. C'est ça l'optimisme. En tout cas pour moi. Même plus que ça, pour moi l'optimisme, c'est le feu de camp. Le feu de camp en fin de journée. Là. On se met comme ça, autour. On a une longue journée fatigante, on s'assoit, et ça nous réchauffe. On a peut-être galéré toute la journée, ça nous a peut-être poussé dans nos retranchements, dans nos limites, mais autour du feu de camp, tout va bien. Pour ce moment-là, tout va bien. On se réchauffe, on reprend de l'énergie. C'est vraiment ça pour moi, l'optimisme. Et aujourd'hui, on va parler de ça pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Et avant de parler plus d'optimisme, quand même, je vais me présenter. Je m'appelle Adrien Colombier et je fabrique des échelles. J'ai toujours fabriqué des échelles, depuis tout petit. Tout petit, je faisais des petites échelles. Et puis après, j'ai fait des plus grandes échelles. Bonjour. J'ai fait des échelles pour partir travailler à Paris, à Barcelone, à Bordeaux. Puis après, j'ai grandi, j'ai commencé à faire des échelles plus grandes, un peu plus costauds, pour partir aux États-Unis, à New York, y travailler, ensuite y lancer une entreprise, revenir en France, en lancer 5 de plus. Puis après, j'ai vraiment mes échelles commençaient à être solides, alors je les ai utilisées pour faire le tour du monde en sac à dos. Je les ai utilisées pour grimper au sommet du Mont Blanc, au sommet de la Concagua, du Kilimandjaro. Les échelles, j'en ai plein la cave. C'est ma femme qui est pas trop contente, mais j'en ai de partout des échelles. Et puis il y a presque 5 ans, 4 ans et demi, j'ai eu un enfant, petit Lucas, un petit garçon, et j'ai commencé à faire des échelles pour lui. Des toutes petites échelles au début. Puis des échelles un peu plus grandes, pour qu'il soit un garçon confiant, pour qu'il soit serein, pour qu'il puisse jouer avec les autres à la maison. Je lui ai fait des échelles, et là j'ai compris que vraiment ce qui me faisait prendre beaucoup de plaisir, c'était fabriquer des échelles pour les autres. Et une des échelles que je lui ai fabriquées, c'est l'échelle de l'optimisme. Parce que je pense que l'optimisme, c'est une échelle peut-être la plus importante, la plus puissante. C'est un super pouvoir même. On devrait toujours l'avoir avec nous. C'est comme la frontale. Elle est nécessaire parce qu'on a tous un ennemi. Il est là au quotidien, il rôde, il nous guette, il attend chaque petite décision, chaque intersection pour montrer le bout de son nez. Cet ennemi, c'est la gravité. Et c'est aussi pour ça que je vais vous parler de parapente, parce que ça soit en parapente, au travail, à la maison, on subit tous cette gravité. Cette lourdeur, cette pesanteur, j'ai bien nommé le pessimisme. Vous savez le sac à dos plein de briques là, le boulet qu'on se tire. Ah oui, non mais tu vois en ce moment là, c'est pas facile. Ah puis l'économie, c'est compliqué quand même. Ah, les impôts augmentent. Non, et puis le climat, il a plu tout le printemps. Il a plu tout le printemps, c'est pas possible. Et l'URSSAF, jamais oublier l'URSSAF, c'est quand même l'URSSAF quoi. C'est pas facile. Vous reconnaissez là? Vous voyez, ça vous arrive, ça vous parle, cet ennemi? Ouais.
Et ce qui est dur avec le pessimisme, ce qui est dur avec cet ennemi, c'est qu'il est inné, il est en nous. Il y a quelques milliers d'années, il nous a gardés en vie en fait. Il fallait mieux se dire qu'il y avait peut-être un ours ou un mammouth dans la grotte, plutôt que se dire l'inverse et y aller un peu à la fleur au fusil. Donc ça nous a servi pendant des milliers d'années. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup moins de mammouths, il y a beaucoup moins d'ours, mais le pessimisme est toujours là. Ce pessimisme, ce boulet qu'on se traîne là, avec le sac à dos plein de briques, qui nous empêche d'explorer, de jouer, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la montagne, de vivre d'autres vies, de tester des choses. Donc aujourd'hui, mon intention à moi, c'est de vous montrer à quel point l'optimisme, c'est un super pouvoir. Vous montrer à quel point l'optimisme, c'est une force, et ce qui est génial, c'est qu'on peut le muscler. Le pessimisme, il est là, je vous l'ai dit, inné. Mais l'optimisme, on peut le muscler, on peut le travailler. On peut faire la muscu d'optimisme. On peut devenir un athlète de l'optimisme. On peut même faire de la gonflette. Franchement, des fois, on fait semblant. Mais ça marche. L'important, c'est d'être régulier et de muscler son game en permanence. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui nous montrent ça. Il y en a une que j'adore. C'est un peu sadique, mais je l'adore. C'est une étude américaine. Ils ont pris 3 petites souris et les ont mis dans des tubes pleins d'eau. Au bout d'1 minute 15, les souris ont abandonné, noyées. Ils refont l'expérience. Bon, du coup, avec des nouvelles souris. C'est mieux. Et puis, au bout de 30 secondes, ils les sortent des tubes d'eau. Ils leur font un petit câlin. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Et puis, comme ils sont pas très gentils, ils les remettent dans les tubes d'eau. Les souris, elles ne vont pas tenir 1 minute 15, elles ne vont pas tenir 2 minutes. Elles ne vont même pas tenir 5 minutes ou 10 minutes. Elles vont tenir 60 heures. 1 minute 15, 60 heures. C'est plus de 300 fois plus. C'est quoi la différence ? Le câlin. Le câlin, la porte de sortie, cet optimisme, cet espoir. Alors peut-être, pour ceux qui suivent le sport, alors peut-être que quelque chose va se passer, que je vais m'en sortir, alors je me bats jusqu'au bout. C'est ça la force de l'optimisme. C'est ça la puissance de l'optimisme. Et il y en a plein d'autres des études. Il y en a une que j'adore aussi. Ils ont pris des patients qui allaient être opérés du cœur. Ils les ont notés de 1 à 10 en termes d'optimisme. Et puis, ils les ont suivis pendant l'opération, après l'opération. Les plus optimistes, pas de complications ou moins de complications pendant les opérations, meilleure récupération post-opératoire. L'optimisme nous garde en vie et nous permet de vivre mieux, de récupérer mieux, d'être en meilleure santé. C'est quand même incroyable. Et la 3e étude aussi, que j'aime beaucoup, parce qu'on parle de performance aujourd'hui, ils ont pris des tennismen. Ils se sont demandé qu'est-ce qui fait la différence entre le top 1%, le top du top, la crème de la crème, Michael en anglais, le crème de la crème, Oui. et le top 10%. Qu'est-ce qui fait la différence ? Alors ils ont tout regardé, la force du coup droit, l'entraînement physique, la récupération, l'alimentation, le coaching, tout. Ils n'ont rien trouvé de flagrant. Alors ils sont intéressés à la psychologie. Comment ces joueurs pensent, comment ils réfléchissent. Et là ils se sont aperçus d'une chose, le top 1% n'arrêtait jamais d'être optimiste. Ils perdaient des points comme tout le monde, ils perdaient des matchs, ils en perdaient 2, 3, 4, 5. Ils n'arrêtaient jamais d'être optimistes. À chaque fois, non mais le prochain là c'est bon. Ah là je viens d'apprendre un truc sur son jeu, ah je viens de comprendre quelque chose, le prochain coup, bam, ah, super. Et ils reperdaient, ah, même non mais c'est pas grave. 8, 9, 10, 15 matchs, ils restaient optimistes. Alors que le top 10, qui est déjà des super champions, était clairement optimiste, mais après 5 matchs, 6 matchs, leur optimisme commençait à se fissurer, commençait à perdre un peu de confiance, commençait à douter. Et sur le long terme, c'est ça qui faisait la différence entre le top du top et le top 10. C'est ça l'optimisme. L'optimisme, c'est une échelle. Et j'espère que d'ici la fin de la conférence, vous en rappellerez que l'optimisme est une échelle. Ah ouais, vous êtes pas mal déjà. Super. Ils vont à la maison alors.
Ouais. On a toujours besoin d'une échelle, toujours. Pour vous montrer, pour vous donner envie de muscler ce game, hein, je vous rappelle, mon intention c'est de vous donner envie là, de sortir, de se dire ah, ok, là, je vais faire des pompes d'optimisme, quoi qu'il arrive, tous les moments, c'est bon. Je suis un athlète, il m'a convaincu, Adrien. Je vais vous montrer 3 aventures, 3 moments de ma vie où l'optimisme m'a aidé à performer, m'a aidé à avancer, m'a aidé à atteindre un objectif. La première de ces aventures, c'est pas du tout ça, c'est le Mont Blanc. Vous avez vu la vidéo au début. L'ascension du Mont Blanc. Alors pour remettre un peu en contexte, je me retrouve à 22h dans ma petite voiture en train de partir d'Annecy, direction Saint-Gervais, parking des Crozats, 1400 mètres d'altitude. Il est du coup 23h, 23h30. Il fait nuit, je suis tout seul, mon sac à dos sur le dos, direction le sommet du Mont Blanc. 3400 mètres plus haut. Une nuit, pas d'arrêt en refuge, c'est direct. Objectif décoller le plus tôt possible avant que le vent se lève et pour atterrir juste à côté de la voiture. Et c'était une première ascension. Je n'avais jamais fait le Mont Blanc avant. Et ça n'a pas été une balade de plaisir. Déjà à l'ascension, 12 heures de marche, avec le sac à dos, l'altitude. J'ai mis 10 heures à arriver au refuge Valo, 200 mètres avant le sommet, et ensuite 2 heures pour faire les derniers 200 mètres. J'étais cuit. Mais outre ça, ça a mis 4 ans à arriver là. Cet objectif, je l'avais, en fait, je ne faisais même pas du parapente encore. Je faisais de l'alpinisme, j'étais au Mexique, je m'ennuyais. J'avais promis à un copain d'emmener au sommet du Mont Blanc. Et puis bon, je me suis dit que quand même, ça ne doit pas être si compliqué, le parapente. J'ai envoyé un email à une école au Mexique de parapente. Oui, j'aimerais apprendre le parapente pour faire dans 3 mois le Mont Blanc, décoller du Mont Blanc. Et je pense qu'il m'a pris pour un optimiste. Et puis bon, j'ai commencé ce chemin-là. Et puis en fait, c'était pas si simple d'apprendre le parapente. J'ai dû acheter du matériel, faire plusieurs formations. Ensuite, j'ai compris que décoller quand il y a beaucoup de vent en montagne, c'est pas si simple. Quand vous êtes au-dessus d'un glacier ou les pieds jusqu'aux genoux dans la neige, c'est encore moins simple. Et quand vous venez de marcher 12 heures d'affilée et que vous êtes complètement cuit, c'est encore moins simple. Et petit à petit, j'ai compris tout ce que je devais mettre en place et chaque obstacle devenait une manière de progresser, d'aller vers cet objectif. Grimper 2 fois la tournette dans la journée, histoire d'avoir les cuisses prêtes. Et ce qui m'a permis d'atteindre cet objectif, c'est une question, une seule question. Et cette question, elle est extrêmement puissante. Et c'est la première clé que j'aimerais vous donner aujourd'hui par rapport à l'optimisme. La question, c'était pas comment je vais faire. La question, c'était qui. Qui je dois devenir pour que réaliser ce rêve soit normal. Pas un exploit, pas un accident, pas un coup de chance, mais normal. Normal de partir à 10 heures d'Annecy, de grimper le Mont Blanc tout seul, de décoller. Qui je dois devenir? Parce que clairement, la personne que j'étais 4 ans avant n'était pas la bonne pour atteindre cet objectif. Et ce n'est pas seulement une question de faire. Je suis sûr que vous en connaissez, des gens qui accumulent les formations, les connaissances, les livres, on apprend plein de choses, on fait, on s'entraîne, mais finalement on ne passe jamais à l'acte, on ne va pas en direction de ce rêve. Parce que ce n'est pas une question de faire, c'est une question d'être. Il faut que je devienne différent, il faut que je devienne une nouvelle personne pour faire et obtenir ces nouvelles choses. Et c'est ça la force de l'intention. Et cette histoire du Mont Blanc, pour moi, c'est une histoire d'intention, une histoire de clarté d'intention, qui est le prérequis à l'optimisme et à atteindre nos rêves. En fait, je reprends mon échelle, la clarté de l'intention, c'est les 2 barreaux du côté, c'est la stabilité. C'est le copain qui vous tient l'échelle là, pour être sûr que vous ne tombez pas du toit. C'est ça la clarté de l'intention. Et d'ailleurs, on va faire un petit exercice là. J'aimerais que vous pensiez tous, c'est pareil pour ceux qui sont en ligne, à votre rêve. C'est quoi votre Mont Blanc là ? À 3, à 5 ans. Vous le voyez ? Vous le voyez clairement, en HD, en 4K ? Ou est-ce que c'est flou, c'est une idée ? Et je vous invite à passer du temps. C'est toujours fou le temps qu'on passe à choisir notre voiture, notre appartement, là où on va passer des vacances. Et combien de temps, d'heures on passe avec nos rêves ? Pour les imaginer dans chaque petit détail. Comment je me comporterai ? Comment je vais parler, ce sera quoi ma posture?
Qu'est-ce que je ferai? Où je serai? En montagne, en ville? Avec quel type de personnes? Ce sera quoi ma relation avec eux? C'est ça, amener de la clarté dans son intention. Et je ne parle pas d'objectif, je parle d'intention. Pour moi, l'objectif, il ferme. L'objectif, ça nous met des œillères. L'objectif, c'est OK, je passer la ligne, quoi qu'il, je vais tout mettre en place à fond et en force. L'intention, ça ouvre. J'ai l'intention de devenir cette personne. J'ai l'intention de vivre cet événement, ce challenge. Et puis, sur la route, sûrement, il y aura des difficultés. Et oui, parce que la vie, c'est ça, on ne contrôle pas tout. Il y aura des challenges, il y aura des obstacles, il y aura de temps en temps des boulets, de temps en temps des briques vont se rajouter dans le sac à dos. Mais avoir une intention claire, c'est la garantie de pouvoir prendre les briques et en faire un escalier dans la direction de ce qu'on veut vivre. C'est de prendre ces boulets et de monter dessus et de voir un peu plus loin, voir ce qui se passe derrière la montagne. C'est ça la force de l'intention et la force de la clarté de l'intention. C'est bon, vous êtes toujours avec moi? Bien sûr. Donc le Mont Blanc, clarté de l'intention, ce qui nous permet chaque fois de convertir les obstacles et les challenges en opportunités de croissance, en opportunités de grandir, de devenir cette personne qu'on a besoin de devenir. Et donc finalement, les obstacles, les challenges, on les accueille. On les accueille parce que chacun d'eux est une opportunité d'avancer dans le chemin. Je me suis fait une cheville pendant l'entraînement. Derrière, j'ai renforcé ma cheville, j'ai fait de l'entraînement spécifique. Il y a 2-3 décos en montagne qui ne sont pas très bien passés. Je me suis entraîné spécifiquement pour ça, j'ai compris des choses, j'ai appris des choses. Et je suis arrivé au sommet du Mont Blanc, il y avait trop de vent. Mais c'était normal. Mais j'étais la personne qui pouvait gérer ça. Je suis descendu de 50 mètres, je me suis repositionné, j'ai décollé. J'ai eu des coups de mou pendant la montée, mais je savais gérer mon alimentation. Le créneau métaux était plutôt bon, j'avais appris à gérer ça. Parce que mon intention était claire. Ok? Maintenant, j'aimerais vous parler d'une deuxième aventure. Mais avant, je veux voir si vous avez enregistré. L'optimisme est une échelle. Il reste encore 20 minutes, on va pouvoir se rattraper. Cette deuxième aventure, si jamais... Ouais. Mais moi aussi, je me suis embrouillé un peu, donc... Cette deuxième aventure, c'est LinkedIn. Voilà. C'est pas du tout ça. Voilà. C'est aussi un vol de parapente. Un vol de parapente de plus de 200 km à travers les Alpes du Sud, l'année dernière. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, 200 km. C'est pas du tout ça. On est parti du col Daniel à la frontière italienne. Donc, voilà. À la frontière italienne, col Daniel. On est descendu jusqu'à Saint-André-des-Alpes, pour ceux qui connaissent. Remonter là en Agap, au-dessus de Gap, et ensuite traverser au sud des Écrins pour revenir tranquillement, finir notre triangle. En parapente, on aime faire des triangles, ne me demandez pas pourquoi. Des triangles en plus équilatérales, pour être très précis. Voilà, et plus ils sont grands, plus on est content. C'est un vol de 10 heures. Quand je dis un vol, c'est une aventure. On part, 2 sandwichs, de l'eau, du soda, une frontale, une radio, une tablette, GPS avec des infos, on est connecté, un masque, on a un petit tube pour faire pipi. Je sais que vous êtes posé la question. Les filles, elles se débrouillent. Ouais, c'est une vraie aventure. Surtout que, encore une fois d'ailleurs, comme le Mont Blanc, c'est assez marrant, c'était la première fois que je volais dans cette région. Donc après le décollage, rendez-vous en terre inconnue. Hein. On est parti, on va faire du mieux qu'on peut. Pour moi, ce vol, c'est une magnifique métaphore de notre vie, de l'endurance qui est nécessaire au quotidien. Parce qu'en fait, j'aimerais vous montrer le profil d'une course, d'un vol de parapente. Donc les variations d'altitude. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, environ tous les 15 minutes. Alors ce qui est marrant, c'est quand on monte, on est dans un thermique, on enroule un thermique, on l'enroule le plus haut possible, et on fait du surplace en même temps. Et quand on veut se déplacer, quand on veut atteindre la montagne d'après, la vallée d'après, on doit perdre de l'altitude. Je trouve ça assez intéressant. Et on fait ça toute la journée, encore et encore et encore et encore. Ça vous rappelle quelque chose un peu ?
Hein, notre vie, le quotidien. Tout ça pour retomber au point de départ. Vous avez reçu la conférence avant ou pas? C'est génial, j'ai pas besoin de notes là. Mais c'est exactement ça. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'en fin de journée, tous les parapentistes, les bons, les moins bons, etc., ils vont atterrir. Une fois que le soleil se couche, on atterrit. J'ai une mauvaise nouvelle. Dans la vie, c'est pareil. S'il y a un jeu où on perd tous, c'est la vie. À la fin, on va tous atterrir. À la fin, le soleil va se coucher. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le voyage, il nous reste l'optimisme, il nous reste toutes ces opportunités d'aller voyager, d'aller explorer, de traverser la vallée, d'aller voir la montagne d'après, grimper en haut du Mont Blanc, devenir une autre personne, tester quelque chose. Et là, derrière ce ruisseau, qu'est-ce qui se passe? Derrière cette crête, on va voir. C'est ça qui nous reste. Cette envie de jouer, d'explorer, de tester. L'optimisme. Convertir les briques en escabeau pour voir un peu plus loin. Et c'est ça qui est beau avec un vol de parapente. On est le roi du monde à 2005, 3000, 4000 mètres d'altitude. Et soit on reste sur place, et finalement on arrivera au sol, soit on se lance. Et on y va, vers l'inconnu, vers la montagne d'après, vers la crête d'après, vers le potentiel thermique d'après. Alors bien sûr, on se raconte des films, hein. C'est comme dans la vie. Non mais là, je sens que ça va bien marcher là. Ouais. Oh, puis là, je sens, là, il va y avoir un thermique, ça va être canon. Et puis en plus, ça va être facile. Hein. Je vais y aller, ça se passe jamais comme ça. Et bien sûr, au début, on a peur, on est saisi par cette peur de l'inconnu. Chaque fois que je traverse une vallée, quand je traverse le lac de Serponçon, il y a des vents, je sais que très bien qu'en bas, il y a des vents de vallée à 40-50 km/h. Au début, l'angoisse monte, la peur de l'inconnu. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et puis j'ai entendu dire que... Et puis je sais pas trop, ça se trouve le vent, il passe par là. Puis si ça se passe mal, ça va faire comment? Je vais peut-être devoir atterrir. Là, je rentre dans un truc, une spirale. En fait, je me suis rendu compte que j'ai utilisé une technique depuis très longtemps en parapente. Il y a quelques mois, j'ai fini une formation de PNL, pour ceux qui connaissent. Et je me suis rendu compte que c'était de l'optimisme que je faisais. C'est-à-dire que la première chose que je faisais là, à ce moment-là, quasiment 4000 mètres, et que j'allais traverser pour une autre vallée, je ne voyais pas cette autre vallée, je voyais la Tournette ou une montagne dans les Aravis que je connais par cœur, que j'ai poncé en parapente. Je voyais, tiens, là on dirait la face sud de la Tournette. Et non seulement je voyais cette face sud de la Tournette, mais je me plongeais dans un souvenir où j'étais au top. Je me rappelle ce dernier vol-là, je suis arrivé, face de la Tournette, j'ai trouvé un thermique direct, boum, je me suis envolé, ensuite je suis parti, le vol, j'ai vu passer une journée de fou, c'était génial. Et je ressens ce moment, en fait je télécharge le fichier en moi. Je me rappelle la température, je me rappelle l'équipement que j'avais, comment je me sentais à l'intérieur, mon énergie, tout ça, je le vis. Et en fait je ne suis plus face à l'inconnu, cette montagne que je ne connais pas, je suis face à la Tournette, j'y suis là, je le sens dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Mes pensées sont positives, du coup, je suis dans un milieu de réussite. Mon état intérieur est super bon. Je pense aussi à m'alimenter, à boire, à me reposer. En fait, il se calme, je ne suis pas en état de stress, je suis plutôt calme. Donc, je sauve de l'énergie. Et puis, j'adopte les bons micro-comportements. Je vais prendre tout de suite la bonne ligne, je ne vais pas hésiter, je vais être serein, je vais capter la bonne information. Et puis, du coup, mes chances de résultat, elles augmentent, forcément. On est d'accord? Ouais. Alors, j'arrive à la montagne d'en face. Vous allez me dire, Adrien, c'est bien beau ton exercice, mais c'est pas pour ça qu'il va y avoir un thermique de l'autre côté de la montagne. Ça change pas le réel, on est d'accord. Ça change mes chances de réussite. Mais si j'arrive et qu'il n'y a pas de thermique, j'arrive dans un état positif. Dans un état où je vais pouvoir saisir les bonnes opportunités, trouver les bonnes solutions, rebondir. Mais on va pousser le bouchon. Je me déplace, je ne trouve toujours pas de thermique, je ne trouve rien, et je finis par atterrir. Parce que c'est comme ça la vie de temps en temps. On a beau se débattre, on a beau être optimiste, on finit par atterrir au bout d'un moment, ça arrive.
Mais prenons le cas inverse. Je me lance là à 4000. Ouh là là. Oh là là, je ne sens pas cette transition, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Et puis là, on m'a dit que c'était un peu compliqué. J'arrive pas trop bien à comprendre les vents. Ah, je trouve pas d'informations. J'hésite entre deux lignes, je perds un peu de temps, un peu d'altitude. Puis du coup, je pense à ça, là, j'ai mon corps qui se referme. Je suis de plus en plus nerveux, je transpire, j'oublie de m'alimenter ou j'oublie de boire. Mes chances ont clairement diminué de trouver les bonnes solutions. Et s'il n'y avait pas de thermique, je vais me battre et je vais finir par atterrir. Mais la question, c'est ça. Vous préférez être quelle personne ? Celle qui regarde sa trace GPS et qui se dit « Oh non, mais bon, déjà, j'ai pris un bon moment. Ensuite, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je me suis battu, là, j'ai testé ça, c'était vraiment top. Et puis bon, j'ai atterri, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ça ira mieux au prochain. Vous vous rappelez le tennisman ? Ou être l'autre personne qui est là, oh là là, j'ai encore fait de la merde. J'ai fait n'importe quoi, puis là, j'ai fait cette erreur-là. Ah, là, il n'y a pas de thermique, je suis sûr que j'aurais dû aller à l'autre côté, à l'autre flanc de la montagne, puis je me suis trompé de ligne. Ah, c'est nul, j'ai encore foiré. On préfère quand même être le premier. Qui va voler plus vite ? Qui va être performant plus rapidement ? Alors que les deux sont ensemble, le résultat à cet instant T est le même. On est d'accord que l'optimiste, derrière, il va pouvoir rebondir plus vite, repartir plus vite. Rien que le trajet jusqu'à la maison en stop, qui va durer 4-5 heures, va être plus agréable. C'est ça la force de l'optimisme. Plus que l'optimisme, c'est l'endurance. Et c'est ça le deuxième barreau de mon échelle, la deuxième clé que je vais vous partager aujourd'hui. Dans l'optimisme, il faut être endurant. C'est ça qui fait la différence entre le top 1% et le top 10%. Savoir convertir ces difficultés, ces challenges, ces boulets, en escabeau pour voir un peu plus loin. Ad vitam aeternam. Parce qu'il ne nous reste que ça finalement. Et c'est ça qui nous garantit de passer un bon moment, de rebondir, d'apprendre, de continuer, plutôt qu'accumuler les briques dans le sac à dos. C'est ça la force de l'endurance dans l'optimisme. Donc je vous ai dit, c'est notre frontal. C'est notre frontal dans la nuit, c'est notre frontal quand on est face à l'inconnu, comme pendant 10 heures. 10 heures devant toutes les 15 minutes à remettre tout sur la table. Donc maintenant, j'aimerais que vous fassiez un deuxième petit exercice, que vous pensiez aussi, c'est quoi la difficulté là qui se répète du moment ? Le truc, vous dites, oh, encore un coup là, encore te remettre sur la table, encore ce truc qui revient. Mais vous savez quoi ? Merci. Merci à cette opportunité de travailler mon endurance. Merci à cette opportunité de me rapprocher de mon intention de devenir la personne que je veux devenir pour vivre ce que j'ai envie de vivre. Super. Un exercice de plus. Un challenge de plus. On va gonfler les biceps de l'optimisme un peu plus. On est au deuxième barreau parce que vous vous rappelez, l'optimisme est une échelle. Magnifique. Et pour ce troisième chapitre, cette fois ça va être un peu moins joyeux, je suis désolé. Je vous ai dit, on a toujours besoin d'échelles. On a besoin d'échelles pour monter sur le toit, pour changer une petite lumière à la maison, que ce soit en appartement, en maison, on a tous besoin d'une échelle. Mais les échelles, ça sert aussi à sortir des trous. En fin d'année dernière, j'étais dans un trou sympa. On se remettait avec ma femme d'une fausse couche. Les résultats de l'entreprise stagnaient. Franchement, ça ne m'animait plus du tout. J'avais du mal à me remettre juste tout simplement au travail. Et puis, depuis mon retour en France, doucement, je m'étais isolé. Travaillant à la maison, un peu dans ma cave, sans tresser un tissu local. Les clients étaient plutôt à Paris ou à New York. Et finalement, j'avais compartimenté, j'avais mon travail et puis le reste à côté. Et puis ça allait de moins en moins, c'était un peu ce cycle-là. Cette descente où on se dit encore un de plus. Puis je vous ai dit, j'ai quand même une cave pleine d'échelles, donc j'allais pas me laisser faire comme ça. Alors je suis descendu à la cave. Chercher une échelle. Je suis arrivé. Bon, c'était particulièrement sombre parce que j'étais pas très bien, quoi. Alors j'ai pris une échelle.
Pour moi, c'était l'échelle de l'optimisme. Je vous ai dit, pour moi, c'est la meilleure échelle, donc j'ai pris ça. En tout cas, il y ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Je me suis dit, tiens Adrien, tu vas quand même pas te laisser faire. En janvier, tu vas te faire 10 000 mètres de dénivelé positif. Ça va te remettre d'équerre. 28 jours plus tard, 28 janvier, 9 500 mètres de dénivelé positif plus tard. On est presque au bout, j'ai atteint mon objectif. C'est qui le bonhomme, quoi, hein? On est reparti. Alors, bon, j'ai une crève carabinée, mais on va laisser ça de côté. Je m'apprête à monter le verrier. Je monte le verrier avec mon parapente sur le dos. Le décollage se passe bien. Et l'atterrissage, c'est un peu une autre histoire. Je vous passe le son. Voilà. Voilà comment se casse une vertèbre. C'était bien, j'avais creusé mon trou un peu plus profond. Pourquoi ? Parce que je me suis trompé d'échelle. J'ai pris une échelle qui paraît comme 2 gouttes d'eau à l'optimisme. C'est l'optimisme naïf. Tout va bien se passer. Il n'y a aucun risque. Si tu le visualises, ça va arriver. Si tu visualises le yacht, demain matin, il sera dans le jardin. Vous voyez ? Et je suis sûr que peut-être pendant la conférence, votre petite voix intérieure, moi je l'appelle Georges, elle s'est activée et elle s'est dit « Oh, Adrien, il est gentil avec son optimisme et c'est un rêveur. » Ou c'est un peu une tête brûlée. Il nie les dangers, il ne les voit pas. Ou peut-être qu'il est bête. Peut-être qu'il ignore les dangers. Vous savez, comme ces touristes qui montent la tournette en sandales, en tongs. Je m'étais trompé d'échelle. Je m'étais trompé d'échelle, pourquoi ? Parce que je suis allé la prendre tout seul alors qu'il faisait très sombre dans la cave. Ça, c'est mon 3e point. Dans les moments difficiles, quand on est dans un trou, on a beau avoir les meilleures échelles du monde, et franchement, je pense que je suis un athlète de l'optimisme, mais on a vite fait de se tromper. Et ça m'a amené là, sur ce parking. Mais j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que comme j'avais fait quand même bien muscler mon game d'optimisme, c'est qu'au moment de l'impact, pam, ça m'a remis les idées au clair. Et j'ai pensé 3 choses dans cet ordre-là précisément. La première, aïe, ça pique un peu. La deuxième, je peux bouger le bout des doigts et le bout des orteils, tout va bien. Et la troisième, génial. Génial, je vais enfin pouvoir faire cette formation de coaching que je voulais faire absolument. En fait, ça, c'était la réponse à une question, qui est la clé que je vais vous donner. La question, c'est en quoi cet événement va me permettre de vivre plus de X. X étant une valeur profonde. Pas un truc qui fait bien en société, hein, pas un truc d'éducation pour LinkedIn, vraiment un truc qui nous anime profondément. En quoi cet événement va nous permettre de vivre plus de X. Pour moi, par exemple, c'est l'aventure et l'audace. C'est 2 choses qui m'animent. Quand je suis parti aux États-Unis, pour moi, c'était de l'aventure et l'audace. Quand j'ai grimpé la Concagua, c'était l'aventure et l'audace. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, et j'ai répondu directement, en quoi cet événement va me permettre de vivre plus d'aventure et d'audace ? Et la réponse était, je vais pouvoir faire cette formation. Et c'était que le début, parce que j'ai fait cette formation. En faisant cette formation, ça m'a vraiment réaligné, la colonne et l'esprit. J'ai enfin pris la décision de vendre ma boîte qui ne m'animait plus. Elle s'est vendue comme par magie en quelques mois. J'ai enchaîné d'autres formations et j'ai commencé à rêver de nouveau. En fait, j'ai recommencé à trouver de la clarté sur ce rêve. J'ai retrouvé un nouveau Mont Blanc. En fait, pour tout vous dire, c'est grâce à cette fracture que je me retrouve ici devant vous aujourd'hui. Pour tout vous dire, cette fracture, cet accident, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée les 2 dernières années. Parce que non seulement j'ai retrouvé cette clarté, qui est la base de notre échelle, mais les cadeaux ont fait que pleuvoir ensuite. Ma femme est tombée enceinte 2 semaines plus tard. Il n'y avait que la colonne qui était cassée. C'est ma meilleure blague de la conférence. Hein, donc,
Là, comme je vous ai dit, la boîte s'est vendue, j'ai retrouvé des rêves, tout s'est fait tout seul. L'énergie est revenue, mon énergie des 20 ans qui m'a amené aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Et tout ça grâce à cette question. En quoi cet événement, je ne le juge pas, ni bon ni mauvais, va me permettre de vivre plus de X. Et si je l'ai fait avec une fracture de la vertèbre, je suis sûr que vous pouvez le faire avec, peu importe ce qui va se passer tout à l'heure en sortant de la conférence, parce qu'il se passera des choses. Il se passera des choses. Et c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Chance ou malchance. Chance ou malchance. Qui sait? Un dernier petit exercice, j'aimerais que vous pensiez à votre creux de la vague, à vous, votre challenge en ce moment. Le trou là en ce moment, c'est quoi? C'est bon, vous l'avez? Et de vous poser la question, en quoi cet événement va me permettre de vivre plus de X? Alors vous allez peut-être me dire, Adrien, t'es bien gentil, moi mes valeurs, je ne sais pas trop. Alors je vous donne un petit exercice rapide. Vous prenez 3 réussites pour vous. Mais pour vous, hein, encore une fois, pas la société, Instagram, les parents, tout ça, pour vous. Et vous regardez ce que vous avez mis en œuvre. Pourquoi c'est une réussite pour vous? En quoi c'est important? Et vous allez voir tout de suite les valeurs, vos valeurs profondes, elles reviennent. Alors vous allez faire le premier, je vous ai dit, moi pour New York, je suis parti à New York. Pour moi, cette réussite, c'était une réussite parce qu'il y avait de l'aventure et de l'audace. Ensuite, j'ai fait le sommet de la Concagua. Pour moi, c'était une réussite parce qu'il y avait de l'aventure et de l'audace. J'étais débutant en alpinisme, c'est un 7000. Et le Mont Blanc, aventure, audace. Vous allez voir que c'est toujours la même chose. Je vois que le monsieur y pense en même temps. Et là, ça vous fait surgir vos valeurs. Et donc, vous repensez à ce trou. En quoi ce trou va vous permettre de vivre plus de ça? De vivre plus vos importants à vous, vos valeurs. Ça vous parle? Ouais? Et vous l'avez vu dans cette histoire, comme je sens que vous êtes attentifs, je vous rajoute un petit truc. Vous avez vu dans cette histoire, ce qui était clé, c'était le temps de réaction. Vraiment, après avoir l'impact, j'étais allongé par terre, j'ai pensé à ça. En 1-2 secondes maximum. La fracture était là, hein. Ça n'a pas changé le réel. Par contre, ça a tout changé derrière. J'ai commencé à blaguer avec les pompiers quand ils sont arrivés. J'ai fait un FaceTime avec ma femme, qui a moyennement apprécié. La récupération s'est passée hyper vite. 1 mois après, je faisais de la corde à sauter. Vous vous rappelez les opérés du cœur? Mais pourquoi? Parce que j'étais déjà en succès, j'étais déjà en réussite, j'étais déjà content d'être là où j'étais. Je venais libérer un nouvel espace, faire de la place pour vivre quelque chose qui m'animait. C'est pas un échec, ça. J'étais déjà en réussite. Le temps de réaction, c'est ça qui vous permet de devenir un vrai athlète de l'optimisme. Parce qu'en fait, notre qualité de vie, elle dépend du temps qu'on met à ruminer cet élément et de le convertir. Parce qu'on y arrive tous. Vous êtes là aujourd'hui. Je sais que vous êtes déjà des sportifs de l'optimisme. Mais si vous voulez devenir des champions du top 1%, c'est le temps de réaction qu'on doit travailler. Intention claire, endurance, temps de réaction. Et surtout, quand c'est vraiment difficile, ne pas rester seul. Parce qu'on peut se tromper d'échelle. Et puis pour finir la conférence d'aujourd'hui, j'aimerais faire un petit récapitulatif. On a vu plein de choses. On a vu qu'on a un ennemi qui rôde, qui est toujours là, qui est inné. C'est comme ça. Ça fait des milliers d'années qu'il est là. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de muscler notre game d'optimiste, de le travailler, faire des pompes tous les jours pour devenir des athlètes. Les 2 barreaux latéraux, c'est les prérequis à cet optimisme. C'est la clarté de notre intention. Une fois qu'on a commencé à construire l'échelle, ensuite on peut travailler notre endurance, être optimiste, encore et encore et encore et encore. Et puis il y a des moments plus difficiles que d'autres parce que c'est la vie, on n'est pas en contrôle, il y a des trous. Et dans ce trou-là, se faire accompagner, demander à quelqu'un, vérifier c'est la bonne échelle parce que quand on tombe de l'échelle à moitié de hauteur, c'est pas terrible et on a tendance à aller un peu plus profond dans le trou. C'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et pour finir, je vous propose une dernière petite expérience. C'est de fermer les yeux. Et de repenser à ce rêve, votre Mont Blanc à vous.
Vous l'avez de plus en plus précis. Vos comportements, comment vous êtes habillés, ce que vous faites. Avec qui vous passez du temps. Quel type de posture vous avez? Quelle est votre énergie? Qu'est-ce que vous émanez? Peut-être la couleur même que vous irradiez. Et puis qu'est-ce que vous avez accompli? C'était quoi les actions, les voyages, les actions que vous avez faites, les challenges que vous avez relevés? Et je suis certain que dans ce rêve-là, vous êtes devenu un athlète de l'optimisme. Je suis certain que pour arriver là, vous avez pris les challenges, les boulets, vous êtes monté dessus pour voir un peu plus loin. Vous avez pris les briques dans le sac à dos, vous en avez fait des escaliers, des escabeaux. Et de temps en temps, vous êtes tombé dans des trous, mais vous êtes ressorti tout de suite, en 2 secondes 30, parce que non seulement vous n'étiez pas tout seul, mais en plus, vous saviez que vous aviez des échelles plein la cave. Et puis ça n'a pas été facile, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, vous avez été endurant, vous avez remis ça, à chaque fois, vous avez rebondi. Vous pouvez rouvrir les yeux. Il est pas mal ce rêve-là, non? Il est pas mal ce monde-là. Il vous donne envie? Bien sûr. Moi, il me donne envie et c'est le monde que j'ai envie de construire, dans lequel j'ai envie de vivre. Parce que dans quelques jours, peut-être quelques heures, je vais avoir une petite fille. Et j'ai envie qu'elle vive dans ce monde-là. Donc bien sûr, je vais lui acheter des petits chaussons en coton. Mais je vais aussi lui faire une petite échelle d'optimiste. Et puis petit à petit, on va l'agrandir. Et vraiment, je lui souhaite de devenir une athlète. Je vais tout faire pour qu'elle devienne une athlète top % de ce qu'elle veut. Elle fera ce qu'elle veut, mais avec optimisme. Parce que je sais que la vie lui tendra des challenges. Je sais que de temps en temps, elle passera dans des trous comme tout le monde, comme nous tous. Mais si c'est une athlète de l'optimisme, je sais que tout ira bien. Je sais qu'elle arrivera à convertir tous ces événements en force, tous ces challenges en une marche de plus vers la personne qu'elle a envie de devenir. Et pour terminer, mesdames, messieurs, il vous reste une seule chose à faire, un choix crucial à faire en sortant de cette conférence. Vous pouvez sortir et vous dire « bon, c'était sympa son truc, ça m'a donné de l'énergie, c'est cool ». Je vais le recommander à mes collègues. Ou vous pouvez faire un choix encore plus profond, encore plus crucial, de reprendre votre pouvoir. Quoi qu'il arrive en sortant de cette conférence, parce qu'il arrivera des choses. Je suis désolé, il arrivera des choses. Mais quoi qu'il arrive, de ne pas en faire une brique de plus dans le sac à dos, pas un boulet de plus, mais au contraire de monter dessus, regarder un peu plus loin. Au contraire de prendre la brique, il y en aura une peut-être directement à la porte en reprenant le téléphone. Et de tout de suite la convertir. La convertir en ressources. La convertir en force pour devenir la personne que vous voulez devenir, pour être plus endurante. Et maintenant, vous êtes hyper équipés. Vous êtes des athlètes de l'optimisme, parce que vous vous rappelez, l'optimisme est une... Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Je serai là les prochaines 10, 15 minutes, 30 minutes pour répondre à vos questions, échanger. Et puis je vais remercier aussi tous les gens qui sont en ligne. Je sais qu'il y en avait pas mal sur LinkedIn et sur YouTube, puisque maintenant on fait un peu plus comme ça. Mais je suis vraiment content de vous avoir sur place. Can you repeat all of that in English? I can send you the script in English. Il y aura les sous-titres, the subtitles will be on the video. Alors, merci à tous et puis n'oubliez pas, vous avez le choix en passant la porte et passez une excellente journée. Bye bye.